Mesdames et messieurs, bienvenue au 47e épisode du H2H Academy Podcast. Cette semaine, encore une fois, avec mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray, on te parle de sujets pertinents pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les vendeurs, voire même qui veulent mousser leur vente, générer plus de clientèle. Et cette fois-ci, on s'attaque à une chose importante, ton prix. Est-ce que c'est possible d'augmenter ton prix? On sait, il y a eu tellement d'inflation dernièrement dans la société. Tout coûte plus cher. Donc, est-ce que ce serait normal qu'on vende un petit peu plus cher nos produits, nos services? Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne, l'inflation. Mais comment faire pour augmenter ton prix sans commencer à perdre des ventes? Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et de travailleurs autonomes qui se posent cette question-là, qui ont peur d'augmenter leur prix. Donc, on a préparé pour toi du contenu de haute valeur qui va te permettre de prendre une meilleure décision face à tes prix. Et je te le souhaite de pouvoir l'augmenter suite à cet épisode-là. Bonne écoute. Fait que bref, sans plus attendre, sujet du jour que vous avez voté en fait dans les commentaires du groupe. J'ai fait ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. C'est une formule qu'on utilisait souvent avant. Donc, comment faire pour augmenter son prix quotidiennement ou ponctuellement pour ceux et celles qui souhaitent augmenter leur prix over the time, et ça sans perdre de vente. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Puis pour faire la prémisse, PL, je pense que t'avais un point que tu voulais aborder en startant. Tu sais, je veux commencer avec le premier point, là. C'est no shit Sherlock. La vente, c'est pas facile. OK? Donc, première question, si c'est facile de closer tes clients, si ça rentre vraiment easy, t'es pas assez cher. Mm-hmm. OK? Fait que c'est pour ça que je dis no shit Sherlock, parce qu'il y en a qui s'assoient là-dessus puis qui sont comme ça va bien les ventes. Ouais, mais peut-être tu vends pas assez cher. Tu sais, parce que ultimement, pour moi, la vente, c'est difficile et c'est jamais facile. C'est même pas moyennement facile. C'est toujours difficile. Il faut que ça soit difficile. Ça veut dire que tu charges le bon prix, ça veut dire que tu as les bons clients, ça veut dire que tu as un bon processus de vente puis que tu arrives à la fin puis tu fais de la business qui est lucrative. Donc, si en ce moment, la vente, c'est facile pour toi, faut se poser des questions. Fait que j'amorcerai le podcast avec ce point de réflexion-là, parce que c'est celui-là qui est pour moi le plus important à attaquer en premier. J'aime ce que tu dis, puis ça me fait beaucoup penser à quand que je roulais H2H Companion, au début tout seul. Pour ceux qui ne savent pas, c'était comme un service pour générer des leads, principalement on est conseiller financier, d'autres types d'entrepreneurs, mais pour générer des leads sur LinkedIn. Puis je vendais ça 350 par mois, je pense, au début. Ou 300. 250, j'ai vu. Mes premiers clients, ça avait été 250. Puis là, j'étais en train d'augmenter. Je pense que je suis rendu à 350. Puis quand t'es venu me rejoindre dans cette business-là, parce que tu voulais venir vendre ça avec moi, première affaire que t'as faite, c'est comme, Nick, c'est trop facile de vendre, genre. Fait qu'on a fait 2 fois le prix, je pense, en partant. 2 fois le prix. Ouais, parce que toutes mes rencontres, je les closais. Toutes mes leads que j'avais, je les closais. Puis t'avais 100% raison. J'étais juste confortable où est-ce que j'étais. Parce que c'est le fun quand même là de présenter sur chaque rencontre puis de closer. Tu sais, je veux dire mentalement pour quelqu'un comme mais oui, j'avais une bonne méthode de vente puis des bons processus définitivement, mais mon taux de closing était legit à 100%. Toutes les personnes que je rencontrais, je leur vendais le service. Puis oui, c'était un très bon indicateur parce que quand on a augmenté le prix, on a commencé à avoir un taux de closing qui était plus dans les 70-75%. Fait que ça a démontré que on a créé une certaine friction, chose qui est normale. Parce que si tout le monde te dit oui, c'est que t'es le moins cher de la pièce. Puis j'aime bien faire une référence à ça. Encore, on réfère souvent au dating, mais tu sais, c'est con, mais tu sais, la personne qui... je veux dire la fille facile, là, mais c'est pas pour faire du sexisme, là, mais tu sais, la fille... Ça peut être le gars facile, mais ouais, ça s'applique plus aux filles. La personne qui couche avec tout le monde puis qui dit oui à tout le monde, c'est pas la personne la plus intéressante. C'est la plus facile pis t'apprends parce que t'es vraiment mal pris dans une mauvaise situation. Fait que c'est un peu comme le client qui achète ton service parce que t'es le moins cher, ben c'est parce qu'il est peut-être mal pris financièrement pis qu'il se dit gars, c'est mieux ça que rien pantoute. Donc de un, toi t'es perçu comme la fille facile, ok, dans le cas ici. Puis deuxièmement, ben tu vas chercher des clients de boîte un petit peu parce que les clients qui veulent la fille facile, je reprends le contexte. Ben, c'est pas les meilleurs clients, on va se le dire. Hein? Ceux qui cherchent la qualité, ceux qui cherchent
avoir une bonne relation de business, voire même dans le B2B, ben ils vont aller vers une business qui vont avoir confiance en eux, pas parce qu'ils vont être les moins chers. Exact. Puis la qualité du client, ça passe aussi par le prix payé. T'sais. C'est vrai que des clients qui veulent pas payer cher, c'est normalement pas tant des bons clients. C'est pas des clients qui sont loyaux, c'est pas des clients qui sont fidèles, c'est pas des clients qui sont réceptifs au service. C'est plus difficile, tu sais. Ils font pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons leur achat, peu importe c'est quoi le service. Donc, effectivement, bon, une allusion un peu sketch. Mais on veut pas payer pas cher, là. Je veux dire, tu sais, si on est capable d'avoir un bon service à une bonne qualité prix pas cher, on va le prendre parce que c'est un no-brainer de faire comme Chris, j'ai un deal ou j'ai quelque chose sur un produit, un service, mais t'as vraiment le client pour le cibler qui est magasineux et qui veut toujours le prix moins cher, peu importe, qui regarde même pas la qualité du service. Fait que celui-là, lui, tu le C'est pas veux. lui qu'on veut. Non, c'est ça, c'est pas lui qu'on veut, effectivement. T'sais. Fait que c'était ça le premier point, c'est que si la vente est facile, there's something wrong. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, faut se poser des questions. Bon, maintenant, il y en a qui sont venus aujourd'hui ou qui nous écoutent aujourd'hui vraiment pour savoir comment on augmente le prix. Bon, j'ai une autre réalité. No shit Sherlock. Si t'as pas de processus de vente standardisé et modélisé sur la coche, tu seras pas capable de venir isoler tous les facteurs pour savoir c'est quoi le point de friction pour établir un prix qui est juste. Qu'est-ce que je veux dire par point de friction? C'est quand ton taux de closing va commencer à descendre, mais que tes revenus restent stables parce qu'en incrémentant ou en augmentant ton prix vendu, normalement, ton revenu, ton chiffre d'affaires devrait augmenter ou stabiliser. Donc, on a soit une recherche d'efficience ou on augmente le revenu de l'entreprise. Mais la seule façon de savoir si c'est le prix qui est trop cher ou qui est pas assez cher ou qui est en cause, c'est en ayant un processus de vente qui est modélisé. On en a parlé dans d'autres podcasts, c'est pas ça l'objectif aujourd'hui, mais c'est juste de dire que lorsque tu as un processus de vente qui est 100% standardisé et modélisé, là, on est capable de venir isoler la notion du prix, de pourquoi il l'a pris ou pourquoi il l'a pas pris. Vite, c'est quoi les facteurs, mettons, que tu regarderais ou que tu conseillerais à quelqu'un de regarder là-dedans, mettons, les points principaux? Par rapport au processus de vente ou par rapport au prix? Par rapport au processus. Où est-ce que ça te détermine que, OK, ça va bien dans mon processus de vente? Fait que je l'ai préqualifié pour le budget, je sais c'est quoi son chiffre d'affaires, je sais c'est quoi qu'il est capable de se permettre, je connais quand même le marché de ma compétition, OK? Fait que, tu sais, pour tout le monde qu'on coach, on les amène toujours dans la braquette de la courbe normale la plus élevée. Donc, on va pas non plus dire à quelqu'un charge 25 fois plus cher que ton compétiteur le plus important, ça fait aucun sens. Il faut rester relativement réaliste là-dedans. Donc dans le processus de vente, c'est que tout le long ça coule, la relation est bonne, on fait acquiescer le client, on le fait reformuler, il est toujours into it. Puis quand on drop le prix, c'est comme si on venait d'y lancer une bombe atomique dans les mains. Techniquement, si tu as bien créé de la valeur, si tu as bien créé ton pitch de vente puis que le client, ça répond à un problème, à un besoin ou à une frustration que lui, il vit, si le prix, il est cher mais juste, tu devrais pas avoir une bombe atomique. Là. Puis tout le monde doit comprendre ce que je dis en ce moment. Là, genre, le client il tombe en bas de sa chaise quand tu lui donnes le prix. C'est peut-être parce que t'es trop cher. Là. C'est que tu reçois fréquemment l'objection de c'est trop cher ou c'est pas dans notre budget. Bon, il y a plein de sous-analyses qu'on peut faire, genre, OK, c'est pas le bon client cible à qui tu t'adresses, puis etc., mais ça reste que quand tu reçois fréquemment l'objection t'es trop cher, ben, probablement que t'es pas prête à augmenter ton prix parce que, ben, en tout cas pour moi, t'es pas capable de démontrer assez de valeur déjà à ce que t'as. Ouais. Ou t'as pas une offre qui a assez de valeur, tu sais. Ça se peut aussi, là. Moi, je prends souvent pour acquis que tout le monde a une bonne offre, là. Tu sais, en voulant dire que tout le monde a de quoi d'intéressant à vendre, puis je vous mets dans cette position-là. Si vous savez que vous avez une excellente offre à l'heure actuelle, que vous êtes béton, mais que vous faites souvent dire c'est trop cher ou que la personne ne voit pas la valeur, ben évidemment, c'est pas le temps d'augmenter votre prix. OK? Vous serez pas capable de le faire. Le temps, c'est de regarder votre processus de vente. Comment je peux mettre plus de valeur dans mon processus de vente pour que la personne, elle me donne plus cette objection-là de « Hey, c'est trop cher ». Parce que c'est toi le problème ici. C'est pas le prix, c'est pas ton produit, ton service nécessairement, puis c'est pas le client. C'est de la façon dont tu le présentes au client, il est pas capable d'avoir la valeur. Fait que tant aussi longtemps que t'as pas cette capacité-là de faire, puis là j'utilise souvent un balancier comme ça, mais de faire en sorte que la valeur est plus pesante que le prix dans le balancier, si t'es jamais capable de faire ça, ben évidemment,
tu vas augmenter ton prix, ça va juste rester ancré encore plus bas au niveau du prix et les gens ne seront pas capables de percevoir ta valeur. Fait que, un peu technique, là, mais malheureusement, on n'a pas le choix d'être très technique parce que ça l'est. Fait que maintenant, comment on peut amorcer la décision stratégique d'augmenter sa tarification? Donc, considérant le fait que ta vente n'est pas facile, que ça se passe bien, justement, tu commences à te sentir dans une aisance particulière. C'est un signe que tu peux augmenter ton prix. Tu maîtrises ton processus de vente de façon impeccable. Tu es capable de le segmenter, de l'analyser. C'est un signe que tu peux augmenter ton prix. Ta compétition, t'es soit en arrière ou pas mal équivalente à ta compétition. C'est un autre signe que tu peux te permettre du leverage, que tu peux augmenter. Ensuite de ça, ton service donne du rendement, donne un résultat, il excite les gens, t'as des témoignages, il y a des gens qui font la file pour dire à quel point t'apportes des changements concrets, tu crées de la valeur pour XZ raisons. Donc, si on assemble toutes les dernières données que je viens de dire, c'est toutes des lumières vertes pour dire que tu peux augmenter ta tarification. OK? Donc, j'aimerais ça, Nick, que pour la suite, on explique comment on l'augmente. Il y a une façon de faire. Là. On va pas faire x5 comme on a dit du jour au lendemain. Comment on augmente ça un prix? T'sais? Définitivement pas. Puis pour mettre tout le monde en contexte ici, nous, on a augmenté notre prix beaucoup dans les 2 dernières années, genre x3-ish. Puis moi, je suis tout le temps le casseux de party entre toi pis moi, hein, quand on augmente le prix. Puis elle est comme, yo, c'est facile de vendre, parce que c'est toi qui es au vendre. Fait qu'évidemment, c'est toi qui a le pouls, hein, pour voir si on est capable d'augmenter le prix. Puis moi, je suis comme, OK, mais si on augmente, est-ce qu'on peut donner plus de valeur aux gens? Tu sais, fait que, avant de rentrer dans les petits points comme ça, moi, il y a une chose avec laquelle j'ai besoin d'être cohérent, c'est quand j'augmente mon prix, je veux être capable d'augmenter ma valeur d'une certaine mesure aussi. Je veux être capable de moi-même être cohérent puis de dire, je suis confortable de vendre plus cher. Oui, tu sais, je peux dire qu'on peut augmenter les prix parce qu'on n'est pas au bon prix, tout simplement, faire un ajustement, mais veut pas charger plus cher, ça nous permet aussi, ça nous libère plus d'espace au niveau de l'entreprise, au niveau des opérations, au niveau de plein de choses. Fait que ça nous laisse du temps de fine-tuner toute la business au complet, ou du moins de l'argent, pour fine-tuner la business dans l'ensemble. Fait que moi, c'est une des premières choses, quand que je m'en vais pour augmenter mon prix, ben je veux être cohérent avec moi-même. Je veux faire comment je peux en redonner. Puis, excuse-moi, là, je dérive un peu de ta question, là, mais vas-y. Si on pense à tous ceux et celles qui doivent augmenter leur prix à leurs clients actifs, hein, ceux qui ont du recurring mensuel, qui chargent constamment, ben combien de fois qu'on a vu ça, tu sais, puis j'ai encore un client en tête, tu vas savoir lequel je parle, l'année passée, il nous avait dit « J'ai envoyé un courriel à tout le monde pour dire que j'ai augmenté mes prix. » J'étais comme « Calisse! » Et ça a sonné fort. J'ai envoyé un courriel à tout le monde pour dire à mes clients que le prix augmentait. J'étais comme « T'as fait ça, genre, juste de même. » Ouais. OK, puis quand tu penses qu'ils vont percevoir ça, tu sais, juste un courriel. Hey, c'est juste pour vous dire, les prix augmentent. Bonne journée. C'est sûr que les clients vont avoir des questions de genre, pourquoi le prix augmente? Hein? On payait X, là, maintenant, on paye X de plus. Qu'est-ce qui a changé? Donc, encore une fois, je reviens à ça. Si vous voulez augmenter vos prix, essayez de donner de la valeur. Ça n'a pas besoin d'être du temps, ça n'a pas besoin d'être une valeur monétaire, mais ça peut être juste un petit plus, quelque chose que tu faisais pas avant, qui va te démarquer des autres, puis qui va te garder le premier dans la tête de tes clients. Mais par rapport à ce point-là, Nick, ce qui est intéressant aussi, c'est que psychologiquement, il y a un hack qui s'enclenche. Parce que tu crées de la valeur supplémentaire. Ça va, Nick? C'est mon chien qui arrête pas de se gratter. Si tu l'entendais-tu, ça fait... Je suis comme quelqu'un qui varge dans la porte, il veut rentrer dans la maison. Oui, s'il te plaît, assis-toi et cesse de te gratter. Merci. OK, donc, excuse-moi. Désolé pour cette interruption. Pour rebondir sur le point que tu parles, pour moi, c'est un hack psychologique essentiel d'augmenter la valeur. Parce que, bon, c'est correct qu'on peut bien être des capitalistes puis vouloir faire plus de profit, là, mais at the end, s'il n'y a pas un sens logique à la proposition qu'on va faire, si elle n'est pas authentique et éthique, la proposition, il va découler un taux de closing moins élevé, on va moins la porter, dans notre mindset, on va moins la porter la proposition. Alors pour moi, c'est un excellent acte psychologique d'augmenter la valeur. Là. Tu vas me manquer de confiance, puis ça, c'est un tips aussi, puis qu'on le voyait beaucoup avec nos vendeurs, même à l'interne. Tu sais, les vendeurs à l'interne, c'est comme demain matin, tu dis à ton équipe de vente, ouais, faut que vous vendez ce service-là 500$ plus cher par mois. Ils vont faire.
Ben What là, the fuck? c'est vraiment difficile, mais si tu leur dis 500 000 de plus par mois, mais on ajoute ça au client, on donne de la valeur. Là, le vendeur va se sentir bien plus confortable. Fait que c'est pareil pour nous, l'entrepreneur. Mais je prends l'exemple des vendeurs parce que c'est tellement flagrant l'impact. Parce que nous, on augmentait les prix sans valeur dans le temps. Mettons, les systèmes d'alarme, tu sais, on augmentait de 10$ par mois, mais c'était le même style de système qu'on vendait. C'est juste qu'on avait augmenté nos marges de profit, mais crème, les vendeurs, c'était un gros coup. Puis moi, je me souviens, moi, le premier, là, quand t'avais augmenté les prix, j'étais comme, what the fuck, comment je vais vendre ça 5$ de plus par mois, tu sais, pis c'était juste 5$ de plus. Mais dans ma tête, c'était tellement un bloquant de pas avoir de valeur. Fait que vous, qui êtes entrepreneur, ben, ajoutez une petite touche, un petit quelque chose, je pense que ça... C'est un bon hack, honnêtement, cette partie-là. Puis je pense qu'elle est essentielle. Puis, bon, par la bande, ça continue à donner une meilleure expérience client au prochain client. Puis l'effet boule de neige, des référencements, du organique, des témoignages. Puis tout ça s'empile et ça nous permet de continuer à croître. Évidemment, on est conscient qu'il y a certains domaines, il y a certaines entreprises de services qui ne pourront pas monter indéfiniment. Et pour moi, le succès d'une entreprise, en termes de tarification, c'est vraiment d'être dans la courbe normale, dans le 5% des plus chers, tout en maintenant une productivité qui est suffisamment haute pour faire vivre tout le monde, faire travailler tout le monde dans l'entreprise, puis que l'entreprise génère de la profitabilité. On le sait que c'est tabou, là, le fucking profit au Québec, là. Une business qui fait pas de profit, c'est une business qui va nulle part. C'est une business qui va fermer. Fait qu'essentiellement, c'est un no-brainer d'avoir du profit at the end. Puis, as-tu déjà vu un leader être capable de gérer une entreprise pas de profit? C'est correct, là, mais ça marche pas, là, tu sais. Fait bien beau avoir 14 anges financiers, mais de maintenant, ils vont te taper sur la tête si t'es pas capable de générer de l'argent dans l'entreprise. Non, puis ça me ramène beaucoup à, encore une fois, comment faire pour augmenter tes prix initialement. Ben, tu dois comprendre qu'est-ce que ça te coûterait si tu roulais full staff. Ou si tu roulais en déléguant tout qu'est-ce que t'as. Parce que pour certains, ils sont tout seuls, ils ont de la famille qui les aide, tu sais, les coûts sont réduits, on n'a pas encore de bureau, tu sais, on a fait des bons choix économiques, fait qu'on n'a pas plein de charges, mais éventuellement, plus que la business a grossi, plus que les charges qui vont s'ajouter, des salaires qui vont s'ajouter, des frais X, Y, Z. Est-ce que tu serais capable de rouler la business au prix que tu vends actuellement, en déléguant, en ayant ça? Pour beaucoup, la réponse, c'est non. Hein, quand vient le temps de déléguer, on en a beaucoup là, des travailleurs autonomes, là, puis je pense à ça dans le marketing principalement, il y en a beaucoup dans le marketing, ils font tout eux-mêmes, sont freelancers, puis je suis comme, t'es-tu capable de déléguer? J'ai pas assez de budget pour déléguer. Ton prix est pas assez cher. Ouais, ça c'est pas une lumière verte, là, c'est une fucking red light, là. C'est un red flag foncé, là. Ça fait partie de mes premières questions, ouais, là, où tu peux-tu déléguer? Mettons demain matin, on aurait quelqu'un à l'interne là, à 100 000 par année, t'es-tu capable de le payer? Ben non, je peux pas. Parce que tout le monde vise le fucking 10 000 $ par mois, mais 10 000 $ par mois d'une business, là. Si t'as une poignée de change, aussitôt que t'as 2 employés, tu pètes ça, 100 000 par mois. Fait qu'essentiellement, c'est essentiel. C'est définitivement important d'adresser la question de la tarification adéquate. Souvent, moi, je pose une question assez trash. Les grandes compagnies de Montréal, disons dans le web, Merigo, par exemple, Rablab, tu sais, Rablab à l'époque, je les connais, ils étaient juste deux. Ça a rendu une fucking grosse business. Chris, ils chargent le gros prix. Pourquoi toi, t'es pas capable de te positionner équivalent à ça, puis être capable de créer une culture d'entreprise, de déléguer, puis d'avoir une entreprise? Le fucking syndrome d'imposteur, là. Pas le syndrome d'imposteur, pardon. Le syndrome du travailleur autonome. On peut-tu crisser ça au vidange? T'en veux une business ou t'en veux pas? Fait qu'il faut que tu l'adaptes convenablement dans ta tarification. Ah, puis quand même, tu viendrais qu'à rester tout seul puis à jouer la game freelancer. C'est pas une raison pour être sous-payé, là. Parce que là, si t'es pour charger, mettons, du 50$ de l'heure pour faire tes travaux en tant que freelancer, va-t'en employer quelque part, s'il te plaît, parce que ton 50$ de l'heure, ce qui te reste une fois que t'as payé tes impôts, tes taxes, tes frais, tes ci, tes ça, tes enregistrements, ta comptabilité à la fin de l'année, une fois que t'as tout payé qu'est-ce qui vient avec la gestion d'une entreprise, ben, il te reste moins que 30$ de l'heure dans tes poches à la fin de la journée, puis t'as pas de fonds de pension, t'as pas d'assurance, t'as pas de rien. Fait que rendu là, va salarié. Si tu veux être, tu sais, monte ton prix, monte-le à 90$ par dollar, 120. Ça dépend de la compétition, ça dépend du marché. Tu sais, je vois des DRH qui arrivent en appel de vente ou en appel avec moi, puis je leur dis automatiquement, t'es-tu prête à faire genre, on va monter ça à 250$ de l'heure ton service?
Si t'es pas game de faire ça, on travaille pas ensemble. Parce qu'à 95 ou à 100 pièces de l'heure, c'est le même salaire que de travailler chez l'Auto-Québec avec 6 semaines de vacances, le fonds de pension, l'assurance maladie, l'assurance dentaire, etc., là. À 95. Ben steady de l'autre côté. Oui, tu travailleras pas un soir, t'auras pas de courriel la fin de semaine, là. T'es punch in, punch out, merci, bonsoir, à moins que t'aies des projets spéciaux ou des trucs comme ça. Mais tu risques d'être rémunéré ou tu vas banquer tes heures. Fait que, tu sais, t'as choisi de devenir travailleur autonome, c'est pour être payé conséquemment. Puis, OK, ça a de l'air gros, 100 pièces de l'heure comme travailleur autonome. Mais Chris, pour un DRH, quelqu'un qui a un MBA en gestion des ressources humaines ou une maîtrise, whatever, c'est pas beaucoup d'argent. Parce que les vacances, là, à 6 semaines, à 100 pièces de l'heure, ça te coûte 4000 pièces par semaine aller en vacances. Fait c'est 24 000 aller en vacances pour 6 semaines. Pour une maman ou un papa, là, 6 semaines de vacances, c'est pas tant que ça en 2023, là, puis bientôt 2024. Et là, depuis tantôt, là, PL, je nous entends parler, puis il y a une affaire que j'aime pas qu'on dit, c'est qu'on parle de vendre des heures. Ouais. Faut pas faire... On le parle dans le contexte pour que les gens visualisent bien, je pense, là, à la base, qu'ils visualisent bien la valeur qu'ils ont. Mais si tu veux augmenter ton prix sans perdre de vente, sans perdre de clientèle, faut aussi faire le switch et arrêter de vendre des heures. Parce que, comme tu viens de le mentionner, celui qui a le MBA en gestion des ressources humaines, puis, etc., je le paye pas pour 20 minutes de son temps, pour 30 minutes, pour 1 heure. Je le paye pour qu'il vienne me résoudre un problème à 100 000 $ par année, à 500 000 $ par année, parce qu'il me manque 2 employés clés qui empêchent mon entreprise de double ses ventes puis de scaler. Cette personne-là que j'engage qui vient de résoudre mon problème de personnel, par exemple, dans mon entreprise, ils viennent de me faire 500 000. Fait que si, mettons que ça y prend 10 heures à 200 $ de l'heure, ramenons-le comme ça, ça y a coûté 2000 $, régler un problème à 500 000. Fait que ta valeur, ton prix que tu vends dans ton entreprise doit être associé au retour que tu offres aux clients aussi. C'est pas toujours monétaire. Le retour, des fois, c'est du temps, de l'énergie, de la santé. Mais la valeur que tu charges, le prix que tu charges de ton client doit être relatif à ça. Puis je me souviens plus où j'avais entendu ça, mais quelqu'un disait, si tu pognes un flat là, avec ton char, là, qu'est-ce que tu fais? On va au garage, il te met une patch, ça prend quoi? 5 minutes mettre une patch sur un char pour réparer un flat? Ça coûte quoi? 90 pièces? Ah ouais, plus que ça. 100 pièces à cette heure, là, je pense, réparer un flat, là. Tu sais, ça coûte 90 pièces. Ça a pris 5 minutes de faire ça. Mais ton problème, il valait quoi? Il valait 100 pièces. Tu sais, le temps de retourner sa route, être capable de rouler, d'aller faire tes activités dans la journée. T'aurais pas chargé un petit bout de plastique. Ah, c'est 5 $ plus, c'est 5 $ vu qu'on a pris juste 5 minutes pour le faire. Tu sais, on était à 100 pièces de l'heure, regarde, c'est 5 $, c'est correct. Mais non, tu payes le prix pour ton flat. Ça, c'est un petit problème, un flat. Là. 100 ans dans une journée, c'est un petit problème. Mais justement, si tu travailles avec des business, tu travailles en santé, peu importe, pense aux problèmes que tu résous de l'autre côté, la valeur que tu apportes à ta clientèle, et demande-toi jusqu'à combien je serais prêt à payer pour résoudre ce problème-là. Sachant que tu le résous là, à 100% le problème de ton client, là, que c'est fini, merci, bonsoir. Combien tu serais prêt à payer pour résoudre ce problème-là? Comment ça vaut dans ta tête à toi? Puis peut-être que t'es comme, ben, je vaux 50 $. Non, je veux plus parler en termes d'heures, comment que tu vaux de l'heure. Comment tu serais prêt à payer pour résoudre un problème comme ça? Tu sais, pense à des gens que, si, ben, toi, t'es là-dedans en ce moment. Moi aussi, je suis tout le temps up and down avec mon poids. Mais tu sais, payer un coach pour finalement perdre 40 livres puis être bien dans ta peau pour le restant de tes jours. Chris, demain matin, là, si je peux juste savoir, OK, ça me coûte 5000, c'est fini pour le reste de mes jours. Hey, go, je veux dire, c'est un no-brainer, là, payer ça. Ben, si t'es bon pour vendre, c'est ça que tu vas démontrer à ton client qui va venir payer pour résoudre un problème forever and ever. C'est terminé ensuite. Fait que, accrochez-vous à la valeur. Ben, c'est pour vrai, it's a fucking big nugget. Sérieux. Quand tu réussis à transiter du salaire horaire à la banque d'heures au mandat, je préfère le mandat, là. Quand tu es rendu que tu charges au mandat et que tu amorces un changement spécifique chez le client puis que lui obtient un résultat spécifique, la magie dans ton entreprise commence à s'opérer au niveau de la tarification. Ceci dit, tu sais. Et là, encore une fois, on a comme amené plein de variables et tout. On peut-tu rentrer dedans, là? Comment on fait pour l'implanter? Comment on amorce le changement? T'sais? Vas-y, je te laisse starter. Good. Alors, essentiellement,
Là, on a toutes les lumières vertes, t'as tout compris ce qu'on vient de t'expliquer, puis là, sur ta feuille, là, tout est coché. OK, I'm ready. Bon. Là, essentiellement, on va te poser la question, as-tu confiance en toi pour l'augmenter? Parce que ça va être le premier issue. Si tu shakes dans tes culottes, là, en allant présenter ton offre de service, c'est parce que c'est trop cher. Donne-toi un lousse. Allons-y graduellement. Ma première recommandation, c'est d'y aller graduellement. Donc, de se placer un point de départ et un point de fin, puis de toujours faire une introspection sur le processus de vente. À chaque pitch de vente, je fais une introspection. Est-ce que ça a causé problème? Non? OK. J'augmente un peu. Est-ce que c'est 25 cents? Est-ce que c'est 100 piastres? Ça dépend de ton service, ça dépend de ton approche, etc. Mais on cherche un point de friction qui va nous apporter de l'efficience en rentabilité. Donc, pour moi, le premier point, Nick, ça serait d'y aller graduellement. Le deuxième, ça serait l'introspection de chacun des pitchs pour s'assurer que je suis le rythme. 100% d'accord, parce que si tu y vas trop vite, de un, ben tu vas peut-être frapper un mur, puis là, tomber à un taux de closing vraiment trop faible, qui là va te faire perdre des ventes, hein, parce que l'objectif, c'est d'augmenter son prix, mais de continuer à faire des ventes, continuer à faire le même revenu ou plus de revenus avec cette même structure-là que tu as en place. Fait que je suis bien d'accord avec le graduel. Et juste pour aller dans l'exemple graduel, ça peut être 4 fois par année. Ça peut être une fois par mois, tu sais, de voir un peu le pouls. Hey, ce mois-ci, ça a vraiment bien sorti à ce prix-là. J'ai pas eu de nouvelles objections plus que d'habitude. La portion d'introspection que tu viens de mentionner, hein. J'ai pas eu de nouvelles objections. J'ai pas vu de différence concrète entre le mois dernier et ce mois-ci, alors que j'ai augmenté mon prix. Go, je continue. Je l'augmente, puis tu peux y aller comme ça graduellement en testant la température et en n'ayant pas trop vite. La prochaine étape, selon moi, une fois que ton introspection est faite et que là que tu as vu réellement que bon, tu étais capable d'augmenter, ben de un, c'est toujours de continuer graduellement, mais de deux, c'est d'aller le chercher, le point de friction. Faut que tu ailles chercher ce point de friction-là où est-ce que ça devient difficile. Tu dois arriver à dire ça passera peut-être plus aussi facilement à ce prix-là, ou du moins, j'ai peut-être pas les compétences suffisantes, je suis pas capable de le positionner comme je le faisais avant. Puis rendu à ce moment-là, ben pour moi, tu as deux choix. Donc, choix numéro 1, tu t'arrêtes là, t'améliores ton processus de vente, t'apprends à être plus target dans ta façon de vendre, plus organisé dans ta façon de vendre à tes clients, améliorer ton pitch pour donner plus de valeur, ou ben peut-être que c'est le temps de changer de niche client. Peut-être que c'est le temps d'aller vers un target plus élevé si tu cherches à continuer à augmenter tes prix. Parce que ça m'apporte un point. Plus que tu augmentes tes prix, ben plus que tu fais le même revenu avec moins de clients. Hein? Si on le regarde comme ça, tu as besoin de moins de volume pour atteindre le même revenu. Donc, moins de clients gérés, moins de problèmes, moins de gestion à l'intérieur de l'entreprise, moins de comptabilité, moins de tout, mais pour le même revenu, par exemple, que tu faisais déjà. Donc, c'est à toi de réfléchir à ce moment-là. Est-ce que je continue là-dessus? Est-ce que je change de clientèle parce que je suis bien avec ça, mais je veux encore augmenter mon prix? Fait que il y a comme un bon thinking stratégique qui est nécessaire à avoir, selon moi, à cette étape-là. Mais puis tu vois, c'était direct mon point suivant, c'est que en libérant du temps, parce que tu charges plus cher puis tu as moins de clients, tu as de l'espace pour faire de la stratégie. Mm-hmm. Parce que moi, ce que je rencontre, c'est des travailleurs autonomes, des entrepreneurs qui courent après leur queue, là, OK? On va prendre l'analogie d'un chien qui tourne en rond, là. Ils font juste fermer leur semaine back-à-back puis essayer de survivre, puis ils ont de la misère à faire comme un 1500 pièces de profit à la fin de leur semaine, puis ils sont épuisés, puis leur expérience entrepreneuriale, c'est de la merde parce qu'ils cherchent pas assez cher, puis qu'ils haïssent ça, là. Il y a 95% des entrepreneurs qui vont fermer en dedans de 5 ans, puis une des bonnes raisons, c'est parce qu'ils chargent pas assez cher et ne font pas de stratégie. Mm-hmm. Donc, comment tu peux prendre un pas de recul, analyser ton modèle, puis le pivoter? Bon. L'autre chose aussi, c'est que les gens qui commencent en affaires vont souvent se positionner dans une niche qui est plus facile à closer. Je vais prendre un exemple, là. Désolé pour tous ceux qui vont maillir la face pour ça, mais j'ai pas le choix. Toutes les conseillers en sécurité financière qui commencent avec les jeunes familles. C'est pas un client qui est intéressant. C'est pas un client qui est intéressant. C'est correct, tu te fais les dents, mais à un certain point, ça joue contre toi parce que ton efficience au travail devient impossible. Tu as tellement une banque de clients importante
que t'arrives pas à faire de la stratégie pour générer de la clientèle haute valeur. Là, ça, c'est ça. Je peux en donner de plein d'autres industries. Lavage de vitres, si tu te concentres sur des jumelés, puis des mini-maisons, puis des appartements, tu vas être flood de jobs, puis ton traveling entre les jobs va tuer ta rentabilité. Ah, tu sais, comme les agents de marketing qui ciblent des travailleurs autonomes, des mini PME comme clients, ils se retrouvent avec 75 clients dans le portefeuille à gérer, tout le temps à faire des rencontres, à discuter. T'as pas le temps de faire comme, hey, OK, je veux aller cibler des plus gros contrats, je veux des entreprises plus sérieuses. T'es pris dans tes activités au quotidien parce que t'as trop de dossiers à gérer non-stop. Peut-être que tu peux déléguer à plein de monde, mais là, c'est dur de garder ta qualité de service quand tu te mets à faire ça après. Bonne chance. Parce que tu délègues pis t'es pas au bon prix, t'es plus rentable. Fait qu'est-ce que tu fais? Puis c'est ça, là, ça c'est un piège, là. Je suis comme, OK, pourquoi on met pas un adjoint ou une adjointe en place pour pouvoir t'enlever 40% de ta charge administrative? Je peux pas. Pourquoi? J'ai pas chargé assez cher. Fait que là, ça devient plus une prison dorée, là. Ça devient l'enfer puis le calvaire parce que t'es obligé de desservir ces clients-là, mais t'es pas rentable, t'es essoufflé, t'es à bout de ressources puis tu peux pas trouver une solution. T'sais. Fait qu'ultimement, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais que soulever dans ta tête comme réflexion, c'est est-ce que tu es en train de t'enliser dans cette situation-là? Si la réponse est oui, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça de bord tout de suite? Attends pas d'être rendu dans 3 ans, de pas avoir fait cette stratégie-là, cette réflexion stratégique-là, puis d'arriver dans 3 ans puis d'être coincé. Parce qu'on en rencontre à tous les jours. Des gens qui sont comme shit, avoir su que c'était pour être ça, être travailleur autonome, je l'aurais jamais fait. Attends une minute, c'est pas ça être travailleur autonome. Tu as choisi de t'enliser là-dedans. Personne t'a forcé, là. Fait qu'essentiellement, augmenter sa tarification, c'est plus de temps, c'est plus de liberté, plus de stratégie. C'est que du positif. Fait que les ventes, c'est plus large. On découle sur la stratégie, mais quelque part, la réflexion stratégique, elle est essentielle parce que ça va créer des répercussions à tous les niveaux dans ton entreprise. J'aime vraiment comment tu l'as apporté de dire que d'augmenter ton prix, ça te libère du temps au final parce que t'as des clients plus payants, t'en as moins, mais ils sont tous plus payants, donc plus de temps à l'agenda. Puis effectivement, moi, c'est là qu'on est rendu là, tu sais, dans la business actuellement. Puis tabarouette, je trouve qu'on a tellement plus de temps justement pour réfléchir. Là. Dans la matière, au début, on a roulé beaucoup, notre prix était moins cher, c'était comme très time consuming tout le temps, l'agenda, des rencontres clients, des coachings, ça a été vite, mais on s'est ajusté. Puis je pense qu'on est un bon exemple en soi parce que, comme tu l'as dit tantôt, on était allé chercher beaucoup de testimonials avec le temps, on a fait nos preuves, on a démontré qu'est-ce qu'on était en mesure de faire, on s'est bien positionné dans le marché. Les gens, je pense du moins ceux qui nous voient et qui nous écoutent constamment, nous font confiance parce qu'ils voient la valeur qu'on est en mesure d'apporter. Fait que ça justifie qu'on on a été capable de se positionner là puis d'aller augmenter nos prix. Mais factice, c'est une bénédiction aujourd'hui parce qu'on aide encore plus nos clients. Ah, la qualité de service H2H a jamais été aussi haute qu'en ce moment, puis ça s'en va juste en augmentant. Puis tu sais, les testimonials, puis les résultats, puis les rendements de nos clients sont juste outstanding par rapport à il y a 24 mois. Donc clairement, d'avoir plus de temps, plus d'efforts dans la stratégie, dans le coaching avec eux, a juste fait que ça a fait boom. Mais dans toutes les business qu'on a eu, ça a fait ça. T'sais, dans la business de lavage de vitres, à l'époque, ça fait fucking 15 ans, là. Mais on a augmenté la tarification. Il y a 15 ans, on chargeait 100$ de l'heure pour laver les vitres quasiment. Ben, on a pu se mettre un gérant de production. Au gros, à l'époque, c'était un gros salaire, c'était 25$ de l'heure. À l'époque, c'était beaucoup, là. Ben, on était en mesure de faire de la stratégie d'implanter des affaires pour continuer notre croissance. Puis on a fait le plus gros chiffre d'affaires de l'histoire. Mais si on avait continué à vendre nos estis de lavage de vitres extérieures une fois par année, on n'en aurait jamais eu de rentabilité dans l'entreprise. On aurait toujours fini notre année avec 30 000$ de profit. On aurait fait, hey, t'es une bonne année, je suis brûlé en tabarnak. Tu sais, non, c'est pas ça, être entrepreneur. Puis tu sais, là, ça me fait passer un truc. Il y a un trend en ce moment sur TikTok, sûrement que tu l'as vu, là. Genre, il y a un entrepreneur qui dit « Ah, c'est cool, je vais me lancer en affaires. » Puis là, il y a un autre entrepreneur qui dit « T'auras pas de Noël, t'auras pas de Pâques, tu seras pas là à Saint-Valentin. » Puis genre, je suis comme... C'est genre la pire bullshit que j'ai entendu. Genre, pis tout le monde partage ça comme si c'était ça, l'entrepreneuriat. Chris, ils font peur à tout le monde de se lancer en affaires. Effectivement, les premières années peuvent être rock'n'roll, mais si t'es pas capable d'adapter ta stratégie pis de te sortir de là rapidement, ben c'est pas fait pour toi être entrepreneur parce que no fucking way qu'à Noël, je vais aller faire de l'excavation, je suis un client, tu comprends? Je vais être avec ma famille.
Mais les premières années, OK, là, mais tu sais, je comprends pas ce culte du travailler fort puis travailler avec acharnement, je le comprends pas. Ben, je pense que c'est, moi, perso, là, puis c'est rare, je donne mon opinion de même, mais je pense que c'est des gens, justement, qui ne réussissent pas depuis des années en business ou qui ont échoué en business puis qui ont lâché l'entrepreneuriat puis qui ils voient ça comme la peste puis qui veulent décourager les autres parce qu'ils ont peur qu'ils fassent les mêmes erreurs que eux. Des fois, hein, c'est du monde qui sont craintifs puis tu sais, on le voit même dans au niveau familial, là, du monde qui en... T'sais, on a des jeunes qui se lancent en business puis leurs parents sont très réticents hein, puis ils sont pas les plus motivants, je pourrais dire comme ça. Fait que, je pense que toute cette catégorie de personnes-là qui font de la business d'une façon mais qui n'ont pas vu les autres façons de faire de la business, qui n'ont pas vu ça peut être quoi réellement à la fin de la journée. Chris, on travaille combien d'heures semaine? Là? Moins de 30. Toi, moins de 30, moi peut-être 35 des fois. Je travaille à la fin de semaine. Tu sais, 35 heures semaine, 42 semaines par année, en moyenne, ish. On est dans une position où est-ce qu'on est confortable, c'est-à-dire je sens pas que je travaille trop, je me sens pas épuisé, j'ai des grosses journées parce que nos journées qu'on travaille, on fait pas un 30 heures à moitié à jaser, non, on fait un vrai 30 heures, ça peut être épuisant parce que c'est du travail comme important qu'on fait, mais à la fin de la journée, je veux dire, je suis heureux, moi, dans ma position, puis on roule une belle business, on a du profit, puis pareil pour nos clients, là. C'est la même chose d'où est-ce qu'ils s'en vont. Si tu veux grinder, selon moi, si tu veux grinder 50-60 heures semaine toute ta vie, do it, là. Il y a des gens qui sont pas capables d'arrêter puis qu'ils aiment ça, puis peut-être qu'ils ont moins de relations, ils ont moins de famille, choses à s'occuper alentour de eux. Mais c'est pas une belle vie, là, de faire ça puis de grinder comme ça. Bref. Mon opinion sur ça. On la partage, hein, on n'est pas des partenaires pour rien. T'sais. Je peux pas concevoir qu'un homme d'affaires ou une femme d'affaires en 2023-2024 travaille 60 heures semaine avec des enfants, une famille, une vie sociale, des voyages, des hobbies, puis qu'il soit émancipé dans toutes les sphères de sa vie en travaillant 70 heures, 80 heures semaine. Impossible! Je veux dire, sinon, ta vie, c'est le travail, puis tout ce qui est autour de toi, ça s'écroule parce que tout ce que tu mets comme énergie, c'est dans ton travail. That make no fucking sense. En 1980, c'était reconnu comme étant super. C'était glorifié même. L'entrepreneur ou le père de famille qui se tuait à l'ouvrage. C'est plus ça aujourd'hui. Ouais. Il était pas là pour sa famille, là. Il était pas là d'imparter, il était pas là pour sa famille. Il faisait juste donner des gros cadeaux puis merci, bonsoir, on le voyait pas. Ouais, je pense que effectivement, c'est plus ça. Il y a peut-être des gens qui sont encore comme ça aujourd'hui, mais définitivement, si en tout cas, si vos blondes sont comme les nôtres, c'est pas de même, définitivement pas. Non, puis on veut pas ça comme vie de famille, on veut pas ça personnellement, tu sais, je veux dire, Chris, moi j'ai des hobbies, j'aime la pêche, j'aime la chasse, là, c'est pas un secret pour personne. Chris, faut qu'on ait du temps pour le prendre. Fait que, honnêtement, ce fameux culte-là, c'est une aberration complète pour moi, ça a pas de bon sens. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas un essentiel, puis j'aime pas ça voir les jeunes qui consomment ce genre de contenu-là en se disant c'est ça l'entrepreneur puis que ça leur fasse peur. Parce que les jeunes de demain, pour la plupart, vont prendre le parcours. Il y en a beaucoup qui vont prendre le parcours de travail autonome puis d'entrepreneur. Puis c'est pas nécessairement ça, parce qu'on en connaît, toi puis moi, on en connaît des jeunes de 20 ans qui travaillent pas 50 heures semaine puis qui font 100 000 $ par mois. Donc, essentiellement, comment tu peux travailler intelligemment pour le faire puis de le faire correctement, en te respectant puis en ayant toutes les sphères de ta vie qui s'émancipent puis qui sont bien, somme toute. Tu sais. Ça, c'est un vrai challenge, hein, honnêtement. Bien d'accord avec toi, puis j'espère que ça va résonner pour certaines personnes, mais oui, tu sais, puis c'est pas la première fois qu'on en parle ensemble, là, je veux dire, peut-être pas sur les caméras, je sais pas, là, mais c'est la première fois qu'on en parle ensemble, c'est plate de le voir comme ça. J'avais pas vu le trend, by the way, sur TikTok, mais je le vois quand même avec des étudiants à nous, hein, qui commencent puis qui sont dans cette mentalité-là puis qu'on essaie de briser. Je sais pas d'où est-ce qu'on est parti pour en arriver là. Mais... on peut fermer la parenthèse tout simplement en disant que si t'as l'impression que tu cours après ta queue en ce moment, la tarification puis augmenter ta tarification peut être une partie de l'équation si tu as coché tous les points qu'on a soulevés aujourd'hui. Évidemment, il y en a d'autres, hein. C'est pas une bible aujourd'hui qu'on vous a donnée, mais de tout faire ça, ça va vous permettre de voir si vous êtes prête à l'amorcer, puis
tous les points positifs qui vont en découler. C'est juste pour vous motiver à vous mettre dans cette zone d'inconfort-là, parce qu'on le sait que ça va être inconfortable d'augmenter votre tarification. Mais par contre, le outcome, il va être tellement positif, vous allez tellement être fiers de vous, puis ça va tellement, genre, apporter votre entreprise à un autre niveau, qu'il y a juste, moi, je vois pas juste, mais beaucoup de bénéfices. Beaucoup de bénéfices à le faire. Fait que c'était ça, là, la parenthèse. Amen. I think we're good. On avait pas mal fait le tour. Merci, guys, d'avoir été là. Guys, merci d'avoir été présents avec nous pendant ce 47e épisode. Plein de contenu de valeur, des trucs assez pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant pour augmenter vos prix. Si jamais vous avez besoin d'un coup de main, vous vous sentez pas à l'aise, vous aimeriez avoir quelqu'un qui vous challenge pour le faire, n'hésitez pas à prendre un appel avec nous, une consultation, ça nous fait plaisir. On le fait gratuitement, ces premières consultations-là. On va te poser quelques questions avant pour voir si on peut t'aider, évidemment, si ce qu'on offre correspond à ce que tu fais. Mais sans plus, on offre des consultations gratuites. Sinon, tu peux toujours aller continuer à écouter nos podcasts si tu veux apprendre davantage. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de nous laisser un 5 étoiles et de partager à une personne à qui ça pourrait faire plaisir, à qui ça pourrait aider, évidemment. Donc, guys, merci beaucoup. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux et celles qui sont dans le temps des fêtes, là, dans cette période-là à l'heure actuelle, ou si c'est passé, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Ciao, ciao.